Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. En termes de conflit d'intérêts, je veux signaler que j'ai un lien avec Hitachi pour le développement de microscopie électronique en microbiologie clinique et que je suis membre fondateur de 5 startups qui pour l'instant n'ont pas rapporté d'argent. Mais j'espère qu'elles... J'en ai déjà fondé 2 qui ont coulé. On verra bien, il paraît qu'il y en a une sur 10 qui rend riche, on verra. Ça a pris une ampleur extraordinaire et je reconnais que l'ampleur s'est associée à des mouvements économiques que je n'avais jamais vus non plus, qui sont, pour appeler les choses par leur nom, celle de Gilead, pour lequel il s'est échangé pendant cette période plusieurs dizaines de milliards d'actions et qui sont rythmées par les déclarations que ça marche ou les déclarations que la chloroquine marche ou la chloroquine ne marche pas. Donc il y a des enjeux qui sont d'un niveau que je n'ai jamais connu dans ma carrière. Je ne suis pas un pigeon de l'année, donc j'ai jamais vu ça. Il y a des gens qui ont dit c'est nous la référence, et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, on m'a même dit au début que je ne pouvais pas faire des diagnostics de coronavirus, c'est qu'à moi. Donc c'est les mêmes PCR, c'est les mêmes trucs, on les choisit, et puis voilà. Donc c'est pas vrai. Donc il y a une part d'intoxication, et c'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois, et qui lui ai redit, vous savez, la PCR, c'est très simple, et tout le monde peut la faire. Et donc, pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal, tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. Nous, on a reçu des courriers, on a profité, on était les seuls à en profiter, des vétérinaires qui nous ont dit on a tous les réactifs pour vous, si vous voulez, on vous les met à disposition, on vous les donne. Ils nous ont donné, on les a fait nous-mêmes les tests, ils nous ont donné de quoi les faire. Donc il y avait de quoi faire, c'est pas des choses très compliquées, et c'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Donc on ne pouvait pas cerner, à partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Je pense que le ministre a été mal entouré à ce stade-là, parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique, il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire, écoutez, ça c'est raisonnable, ça l'est pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans les situations au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne n'ait vraiment lu les papiers. Je ne suis pas, je l'ai dit en face à Delfrécy, je ne suis pas d'accord qu'on ne pouvait pas faire les tests. On pouvait les faire à condition de dire, écoutez, on doit les faire, et puisqu'on doit les faire, on va les faire. Comment on fait? D'accord? Et bien sûr, moi j'aurais été ravi de donner mon opinion, mais c'est jamais mon opinion. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Ouais. Les gens qui étaient là n'étaient pas. Je sais ce que c'est un conseil scientifique. Moi j'ai un conseil scientifique pour l'IHU, je vous assure, qui fait rêver le monde entier, de qualité. C'est que des stars de leur domaine. C'est pas ça. C'est un conseil scientifique. Pour moi, c'était pour donner des conseils scientifiques, déterminer quels étaient les projets scientifiques. C'était pas à nous de réfléchir sur le confinement ou sur le truc. Personne ne sait répondre à ça. Donc les discussions qu'il y avait dans ce conseil scientifique ne me concernaient pas. D'accord ? Moi, je veux bien parler de science, je veux bien parler de médecine. Donc si on avait abordé ces questions, et quand j'ai appris que les essais avaient été déterminés par Yazad, en dehors de tout conseil scientifique. Le projet scientifique lancé par le ministère de la Recherche est fait en dehors de tout comité scientifique. Donc c'est pas un conseil scientifique, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi. Le premier conseil scientifique que j'ai dirigé, c'était en 1989. Je m'excuse, ça fait longtemps. J'en ai dirigé dans ma fac, au ministère de la Recherche en 93. Donc je sais ce que c'est. C'est pas ça. Le conseil scientifique, c'est pas une bande de types qui ont l'habitude de travailler entre eux et qui discutent en disant et toi qu'est-ce que tu en penses, et toi qu'est-ce que tu en penses. C'est pas ça. C'est des données. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts représentent un véritable problème et ils vont nous polluer. vous avez eu depuis le Mediator, vous aurez Gilead et vous aurez les autres. Mais au bout d'un moment, il faudra s'en occuper pour de bon. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il a 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé. Parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord? Donc ça, c'est toute l'histoire qui s'est passée quand même, de A à Z. Je pense que si on maintient ces systèmes de petits centres nationaux de référence, vous développerez des personnalités de niche, de blaireaux dans leur terrier qui mordent si on s'en approche. Voilà. Je pense que c'est comme ça. C'est les humains, ils sont territoriaux, et s'ils considèrent qu'une maladie est leur territoire, vous êtes perdus. Voilà, je vous le dis.
C'est comme ça, parce que c'est l'expérience de l'âge, je m'excuse. Il faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir. Et donc, ça, en tout cas, je sais ça. Si vous constituez des territoires dans la République pour des problèmes généraux, vous aurez des difficultés considérables. Et donc, le soin est passé au second plan. Et on a même vu, effectivement, des interdictions d'usage de médicaments qui sont génériqués et qui ont été distribués à des milliards de comprimés. Parce que je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, ça a été publié par quelqu'un de la CNAM en 2019, il s'était distribué 36 millions de comprimés sans ordonnance. Et d'un coup, on décide qu'on n'a plus le droit du tout d'utiliser ça. Donc il y a quelque chose. Donc celui qui a aidé à décider de ça, moi je vous assure que lui, il a fait une faute. Et après, on dit même l'azithromycine, on ne peut plus donner ça dans la pneumopathie suspecte de Covid. Mais attendez, c'est le médicament le plus utilisé dans la pneumopathie. Aux États-Unis, je n'ai pas ces données en France, mais aux États-Unis, tous les ans, il y a une personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc pour transformer ces trucs en poison violent, si vous voulez, il faut avoir quand même... Alors bien sûr, si vous utilisez des doses déraisonnables, mais c'est comme le Doliprane. Vous savez, si vous doublez la dose maximale de Doliprane, vous mourrez quand même. Je suis surpris que l'ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'ordre des médecins, ce qu'à Dieu de garde, j'aurais démissionné immédiatement. Vous n'auriez pas, de mon point de vue, ce type de problème si vous aviez des sachants sans conflit d'intérêts qui discutent entre eux. Des vrais sachants. Et donc le problème n'est pas résolu, et donc le problème reviendra. Et donc si vous refaites un groupe en disant, écoutez, pour faire la recherche médicale, on va prendre les gens de l'INSERM, et puis les gens de Pasteur, et puis ils vont se partager la manière de réfléchir, et c'est eux qui vont gérer le problème des hôpitaux, je vous le dis, plus 2 ou 3 personnes qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique et exclusivement, je vous le dis, vous retombez dans la même crise. Voilà. Il se trouve que dans ce conseil scientifique, j'étais un ovni. Donc, au bout d'un moment, ou un extraterrestre. Donc, il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Donc, c'était pas possible. C'était un groupe qui se connaissait entre eux, qui travaillait depuis des années ensemble. C'était le groupe Reacting de INSERM. Et donc, là-dedans, je suis arrivé là-dedans. Je pense que c'est le président qui a souhaité que je fasse partie de ce groupe. Donc, je suis arrivé secondairement dans un groupe de gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui avaient des idées très précises, qui avaient déterminé ce qu'il fallait faire. Avant que j'arrivais, j'étais pas d'accord. C'est le niveau qu'on avait, si vous voulez, de discussion. C'est « Ah oui, non mais toi tu dis ça et l'autre dit ça », mais jamais avec les papiers sur la table, jamais avec les données sur la table. Et je ne travaille pas comme ça. Je ne suis pas un homme de réunion, je suis un homme de données. Tout ça, cette obsession que moi j'ai vue depuis le début d'essayer de traiter les gens avec le remdesivir, si vous voulez, est quelque chose qui de toute manière ne menait à rien, parce que même s'ils avaient réussi à montrer qu'il y a quelque chose, de toute manière on n'aurait pas de médicaments maintenant, parce qu'il n'y en a pas. D'accord ? Et donc il faut se poser la question de savoir si ça c'était vraiment purement du jeu boursier. Est-ce que c'était juste pour faire monter la valeur de Gilead avant la fusion avec AstraZeneca? Est-ce que c'était ça l'objectif? Parce que de toute manière, les médicaments, on ne les aurait pas eus. Donc il y a une question de fond qui est une question contre laquelle moi je me bats et que je ne comprends pas. Enfin, je ne veux pas la comprendre. En tout cas, je ne veux pas l'exprimer. Encore une fois, je vous le dis, donc je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire. Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans quand même. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est pas sûr parce qu'il me disait qu'il m'interdisait de parler de chloroquine, d'accord. J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est, d'accord. Donc, le niveau de problème là est un niveau de problème sur lequel moi je vous suggère d'être attentif. C'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des conflits d'intérêts. Vous regardez le listing chez les infectiologues, on a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les 2/3. Et on a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead. Et c'est parfaitement matché. Et des rapports s'étaient développés entre ce groupe Acting et Gilead pour la tentative d'utiliser remdesivir qui a été un échec, pour Ebola, ça n'a pas marché, mais ce groupe s'était formé déjà autour de ça, et donc il y a des liens multiples,
Et pour aller jusqu'au bout des choses, moi j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19 quand même. Moi j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs je leur répondrais en leur vous voyant, je ne le ferais pas. Pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ça n'est que des liens d'intérêt. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés pour ça, mais les gens créent un écosystème, encore une fois, qui est un écosystème favorable dans lequel la vision qu'on a du monde est différente. Et donc je pense que ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à permettre à changer le jugement des choses. Voilà, je crois ça. La sécurité publique ne devrait pas jusqu'à interdire aux médecins ou aux pharmaciens de distribuer des médicaments qui ont fait la preuve de leur innocuité depuis 80 ans. Et je veux vous donner une anecdote, parce que j'adore l'histoire. Peut-être que vous ne savez pas ça. L'histoire de la chloroquine, ça remonte très loin. Hein. Ça vient du Pérou, ça vient du quinquennat. Hein. Et il y a eu un drame similaire sous Louis XIV pour savoir si on pouvait ou ne pouvait pas prendre le quinquennat. Et donc Louis XIV, qui faisait des fièvres récurrentes, a fini par prendre du quinquennat en public. Et donc à partir du moment où il a pris du quinquennat en public, eh bien le quinquennat est rentré à la pharmacopée française et il a fini par donner la quinine et puis la chloroquine et puis l'hydroxychloroquine, qui sont tous les enfants du quinquennat. Voilà. C'est un médicament des plantes. Hein. La même semaine, dans le Lancet, il y avait 3 articles qui étaient arrivés. Notre article sur 3700 patients, sur lequel nous n'avions aucun mort qui pouvait être imputable à l'hydroxychloroquine, sur 3700 personnes. D'accord ? C'est l'étude qui est maintenant online, qui vient d'être publiée. Il y avait en même temps cette étude fantasque des pieds nickelés américains, dont tout le monde pouvait voir qu'elle n'était pas vraie. Et il y avait une 3e étude que je connais, parce que c'est moi qui en ai fait la review, qui rapportait l'expérience de toute l'association internationale des rhumatologues, à qui ils ont demandé, quand vous avez une polyarthrite rhumatoïde et que vous donnez de l'hydroxychloroquine, parce que c'est comme ça qu'on les traite, ou que vous donnez un sulfamide, il y avait 930 000 personnes dans un groupe et 350 000 dans l'autre groupe. Il n'y a aucune différence sur les accidents cardiaques. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Et ils ont rejeté les 2 qui disaient qu'il n'y avait pas d'accident et ils ont publié l'histoire des pieds nickelés. Donc, bon, je ne suis pas très paranoïaque, hein, mais globalement, là, c'est une situation où on commence à se poser des questions qui dépassent ça, quand même. Vous voyez ? C'est-à-dire que les 3 dans la même semaine, je vous le jure, il y en a un que j'ai reviewé, l'autre que j'ai envoyé, qui ont été rejetés, le mien sans révision extérieure, l'autre, après que je l'ai reviewé, probablement avec d'autres, et suggéré la publication. Et ils ont gardé le 3e, qu'ils ont dû rétracter, tellement il était comique. C'est-à-dire que, comme personne ne pouvait croire cette bêtise, ils ont dû le rétracter, quand même. Si vous regardez dans les séries qui sont publiées partout dans le monde, il y a entre 10 et 30% des gens qui reçoivent des corticoïdes dans les réanimations en fonction du tableau clinique. De dire non, ça on fait de l'expérimentation là-dessus, ça revient sur un des problèmes qu'il y a eu dans ce pays, c'est que les malades ont été transformés en objets d'essai thérapeutiques. Et ce n'était pas ce qui devait se faire. Vous savez, il faut arrêter de se regarder le nombril et arrêter toute cette histoire. C'est parce que les gens ici se sont crus, pas qu'ici, en Europe de l'Ouest, les gens se sont crus plus malins, ils ont des mauvaises habitudes. C'est là qu'on est mort le plus. C'est l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Espagne. L'Italie l'a rattrapé parce qu'elle a commencé à faire du test massif, à donner de l'hydroxychloroquine dès qu'ils ont compris comment ça se passait. Et donc ils avaient un départ extraordinaire. Actuellement, ils ont une mortalité plus basse. Et peut-être que l'Amérique les rattrapera. Et vous regardez les 15 premiers pays, ces 15 pays riches du groupe Europe et États-Unis, qui sont les pays qui sont les plus touchés et qui ont le plus de morts. D'accord ? C'est une vraie question. Donc est-ce qu'on sait encore traiter les maladies infectieuses aiguës sans que ça devienne ou un marché, ou un conflit politique, ou que ça rentre dans la guerre civile américaine ? Vous savez bien que c'est pas moi qui fait que ça a foutu un truc mondial. Ça a foutu un truc mondial parce que Trump s'est emparé de ça au milieu d'une guerre civile américaine entre les pros et les anti-Trump. Ce avec quoi j'ai rien à voir. Peu importe les gens qui râlent à la télévision, de manière, m'en fous, je ne regarde pas de télévision. Mais globalement, donc nous avons pu mener ce que je pensais être notre devoir entièrement. Donc je n'ai pas
je n'ai pas eu d'obstacle, je n'ai pas eu d'ennui, on ne m'a pas embêté. Un peu, le Conseil de l'ordre est venu me dire que je ne devais pas parler, puis je l'ai ramené à la constitution du pays quand même, parce que quand même, en plus je connais très très bien un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays. Ça fait partie de la Constitution, la liberté d'expression des enseignants. Hein. Donc je ne peux pas m'empêcher de parler de quoi je connais. Donc je ne peux pas me le faire. Donc on m'a convoqué pour dire que je n'avais pas le droit de faire. Je leur ai dit qu'ils gardent leur opinion pour eux, qu'ils fassent un peu ce qu'ils voulaient, mais qu'ils perdraient. Voilà. Ils avaient déjà essayé de faire ça, d'autres de mes collègues, ils avaient perdu devant le Conseil d'État. Je pense que l'environnement, d'abord, moi, quand j'ai commencé à discuter avec le ministère, on m'a tout de suite dit, celui qui va gérer les essais, celui qui va faire le truc, c'est Yazdan, dès le début. Et dès le début, il m'a parlé que du remdesivir, dès le début. Avant même que la sensibilité du remdesivir au virus soit testée. Donc moi je dis, mais sur le SARS, en particulier, il y a un antibiotique par voie injectable qui s'appelle le Targocide, qui marche bien, qui avait été testé, pour lequel il y a un brevet, donc il y a des solutions alternatives, il n'y avait pas que ça. Donc ça c'est un point. Je suis très sceptique sur la qualité de l'environnement pour les médicaments et pour les choix thérapeutiques du ministre. Vous portez un constat sévère et grave, puisque vous décrivez un peu un ministre sous influence, avec des directeurs. Quel directeur vous ciblez aujourd'hui sur cette faiblesse? Clairement, pour les médicaments, c'est le directeur de la NSM et puis le président de la Haute Autorité de Santé. Clairement, c'est eux qui ont pris ces décisions. C'est vrai que le conseiller de maladies infectieuses, et là aussi il y a des conflits d'intérêts extrêmement sérieux dans la Haute Autorité de Santé, que vous pouvez regarder sur Internet aussi, hein, c'est pas compliqué tout ça. Donc il y a là des réflexions à avoir, encore une fois, de fond sur... Je ne dis pas que le ministre est sous influence. Un ministre ne peut pas ne pas être sous influence. Il a un cabinet qu'il n'a pas choisi, il a des directeurs qu'il n'a pas choisis, il arrive au milieu d'une crise. Donc si les gens qui représentent la force institutionnelle n'ont pas la capacité de le protéger, et au contraire lui font croire que pour le protéger, il faut qu'il interdise des choses qui vont tuer les gens, bien entendu, on arrive à des situations qui finissent par être paradoxales, où on finit par être seul au monde quand même à penser ça. Bien entendu, si on fait des tests de saturation à l'oxygène, ça coûte 20 € de savoir d'avoir un testeur pour voir la saturation à l'oxygène. Si on fait la saturation à l'oxygène et qu'on voit que les gens ont une saturation qui est en dessous de 95 ou en dessous, bien on les prend à l'hôpital, on les oxygène, ou on les oxygène à la maison, on fait quelque chose. On n'attend pas qu'ils soient en détresse respiratoire parce qu'ils ne le sentiront pas avant la détresse respiratoire. Je sais qu'il faut tuer le messager, mais je n'ai pas compris comment ça pouvait déclencher un tel scénario de ce truc tue tout le monde, quand on parlait de 2 des médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité quand même. Hein. Donc, comment on est arrivé à dire que ces trucs-là avaient une toxicité aussi incroyable, alors que, encore une fois, l'hydroxychloroquine en 2019, elle était donnée sans ordonnance. On a un avantage phénoménal, je m'excuse de ça par rapport au remdesivir. Nous, on savait très très bien ce que c'était la toxicité de l'hydroxychloroquine, et on sait bien que c'est beaucoup moins toxique que le remdesivir qui donne des insuffisances rénales. Donc on le sait bien, ça, parce qu'une molécule ancienne, on connaît entièrement sa sécurité. Quand ça a été prescrit 2 milliards de fois, on connaît la sécurité des molécules. Il y a une molécule qui a été testée chez 1000 ou 2000 personnes, vous ne connaissez pas les problèmes de sécurité. Vous ne connaissez que les problèmes grossiers, ceux qu'on voit dans 10 à 20%. Mais ceux qui arrivent une fois pour 1000 ou une fois pour 10 000, vous ne les connaissez pas. Encore une fois, je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, je lis rarement les journaux. Donc je ne suis pas perturbé. C'est pour ça que les gens me demandent si je suis perturbé quand on dit des horreurs. Moi, je m'en fous parce que je ne les ai pas entendues. Et en plus, j'ai interdit à tous les gens autour de moi de m'en parler. Donc la vie est simple. Donc on peut vomir tant qu'on veut sur moi, je le dis. Ça m'indiffère. Les gens du Conseil de l'ordre, vous dites que les gens disent du mal de vous, portez pas plainte. Je ne sais même pas qui c'est parce que je ne les connais pas. Voilà.